Bonjour à toutes et à tous, très très content de vous retrouver, bienvenue sur Radio Fringale pour un nouveau numéro. La voici, la fameuse preview de la Vuelta 2025, elle arrive enfin. Nous sommes à 6 jours maintenant du départ de la Vuelta, donc on attend ce départ d'Italie pour le coup avec impatience. On a d'ailleurs fait il y a quelques jours une première émission de preview de cette Vuelta où on a débriefé le parcours avec un avis assez tranché dessus, donc vous irez la voir. Et là ici vraiment voilà, on va parler des favoris, on va parler des outsiders, on va parler de ceux qui vont briller, de ceux qui vont décevoir également. On va analyser les forces en présence de cette Vuelta et puis en fin d'émission, on vous livrera évidemment notre prono. Pour m'accompagner ce soir, deux chroniqueurs aguerris, c'est leur première Vuelta avec Radio Fringale. Donc voilà, on va passer un bon moment, en tout cas en tant que chroniqueur. Et le premier à me rejoindre ce soir, c'est Simon. Salut Simon, comment ça va ? Salut Titien, salut Nico, salut à tous. Très content d'être de retour parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Donc voilà, très heureux. La dernière fois, c'était sur la récompense des baroudeurs. Donc voilà, je suis content de revenir pour parler de la Vuelta qui, mine de rien, est déjà le dernier grand tour de la saison. Ça passe super vite. C'est vrai, putain, les baroudeurs, c'était il y a pas mal de temps. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir, Simon. Et puis de toute façon, t'as pas arrêté de publier sur nos réseaux. Les articles, tu les as continués. Ouais, alors j'ai quand même un petit peu ralenti de rythme. J'avais quand même beaucoup de travail à côté, mais j'ai vu que Matt et Greg avaient fait le job aussi. Donc voilà, à trois, on est efficace et on est régulier dans les publications. Donc voilà, c'est l'essentiel. Tout à fait. Et puis écoute, avec nous ce soir, vous le connaissez maintenant sur ses longues analyses, sur ses tirades, sur son expérience vélo, c'est Nico. Comment ça va, Nico ? Bonjour Simon, bonjour Titien, bonjour à tous. Ravi de vous recevoir pour discuter pendant 1 heure de cette Vuelta. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour le débrief du Tour de France. Donc, comme d'habitude, la saison des grands tours s'enchaîne très très vite. Et ravi de pouvoir discuter de ce dernier grand tour de l'année qui est souvent malheureusement celui qui est le moins suivi, mais qui est, entre guillemets, celui où il y a des fois le plus de surprises. Ah, tout à fait. Voilà, les états de forme se croisent. Il y en a qui sont complètement carbo de leur saison. Il y en a qui voilà, ont eu des problèmes, qui reviennent avec beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, la Vuelta, c'est toujours un petit peu c'est un joyeux bordel. C'est un micmac voilà, des coureurs qu'on n'attend pas du tout qui vont nous gagner 2 étapes. Je crois que c'était Castrillo l'année dernière qui avait fait ça. Il y a des coureurs qu'on attend à chaque fois. Il y a une start list de fou pour le classement général. On se dit, mais c'est la start list de l'année. Et puis voilà, il y a des gars qui sont finalement pas du tout en forme. Il y en a qui sont en préparation pour les mondiaux, les Europes, voilà. Donc c'est vrai que Nico, c'est assez hétéroclite la Vuelta chaque année, contrairement au Tour ou au Giro qui, on va dire, sont un peu plus structurés. Oui, complètement. Et des trois grands tours ont on va dire, une dynamique très différente, hein. Le Giro, c'est très ciblé pour certains trucs. Le Tour de France, c'est la course la plus suivie. Et la Vuelta, on arrive souvent sur un pied. On ne sait pas comment s'est passée la saison, comment va se dérouler la suite, quels sont les jeunes qui vont être là, qui va être là au départ de la start list. Donc voilà. Et Et souvent, décis, ouais. ouais, et écoute, ça va être ma première question. Alors le parcours, on le met de côté, hein, on en a parlé sur l'émission précédente. Première question que j'ai à vous poser, les gars, puisqu'on va essayer d'aller vite dans cette émission et de rentrer dans le vif du sujet. Et peut-être que Simon, tu peux commencer. Est-ce que la start list de cette Vuelta, elle te hype ou pas trop, ou t'attends de voir? T'es comment à quelques jours du départ de la Vuelta? Surtout pour le G, on est habitué, il n'y a pas souvent beaucoup de sprinteurs. Même la start list, je trouve, des baroudeurs, etc., il n'y en a pas tant que ça. Mais au niveau des favoris, en tout cas des outsiders pour le podium, le top 5, je trouve qu'on est quand même pas mal gâté. Donc non, de toute façon, les grands tours, ce sont mes courses préférées et la Vuelta n'y fait pas exception, même si on pourrait se dire, on va se lasser parce que le Giro, le Tour de France sont déjà passés. Mais voilà, le fait quand même qu'il y ait beaucoup de surprises, beaucoup de coureurs qui font leur premier grand tour sur la Vuelta, ça rend la course intéressante. Ouais, c'est vrai. Alors, on enregistre encore une grosse semaine avant le départ, donc on n'a pas les start list définitives. Il manque encore pas mal d'équipes qui ont donné leur roster, mais on a les principaux coureurs. Toi, c'est quoi ta vision, Nico, de ce que va être cette Vuelta? Moi, je suis pas du tout hypé parce qu'il n'y a pas Yann Kristen. Ah oui, on en avait parlé. Hein, il aurait dû, moi aussi, je pensais qu'il y Non. serait, et puis il n'est pas là. UAE, qui est la première équipe, il Avec, y a plusieurs semaines déjà, à avoir validé sa start list. là, j'ai pas compris.
parce que vu le parcours, vu l'état de forme, vu l'habitude du AE en général de faire pour les nouveaux talents, les nouveaux coureurs qui ont fait peut-être 1 ou 2 saisons, de faire leur premier grand tour sur la Vuelta. On se souvient évidemment de Pogacar 2020, on se souvient de, voilà, de plein d'exemples, Ayuso et compagnie. J'aurais été très curieux de voir Yann Christon. Malheureusement, on va devoir s'en passer avec un parcours qui aurait pu lui convenir, en tout cas pour faire des coups d'éclat. Donc ça, c'est un peu ma grosse déception. Pour le reste, il y a pas mal de coureurs que j'aime beaucoup qui sont au début de cette start list, donc j'ai un avis un peu mitigé sur ma hype au niveau de la start list. Est-ce qu'on n'aurait pas d'ailleurs une Vuelta sans coureur suisse au départ? C'est un peu la question. Là, c'est le risque. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont annoncés, mais il y en a toujours qui peuvent être ajoutés à la fin. C'est le risque cette année, et je suis très déçu du coup. Très bien. Eh ben écoutez les gars, alors on va faire d'abord les coureurs de classement général et puis ensuite on fera les animateurs. Alors pour le classement général, on le sait maintenant depuis quelques semaines, il y a un absent de marque qui s'appelle Tadej Pogacar qui initialement au début d'année avait prévu la Vuelta à son programme, mais on a senti en fin de Tour de France que physiquement comme mentalement il avait besoin de temps pour se ressourcer et donc il reviendra sur, il me semble, sur les classiques canadiennes avant d'enchaîner les mondiaux et les Europes. Du coup, bah, son principal rival, Jonas Vingegaard, lui, il est bien présent sur cette Vuelta. Hein. Dès la fin du tour, on sent qu'il était focus sur cet objectif. Est-ce qu'avec finalement cette absence de Tadej Pogacar, est-ce qu'on n'a pas le grand tour le moins ouvert depuis le début de l'année? Et bah, Simon, à commencer par toi. Est-ce que Jonas Vingegaard n'a pas tout simplement, alors évidemment il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des blessures, mais si tout se passe bien pour lui, en tout cas s'il n'a pas de pépin majeur, est-ce qu'il n'a pas déjà gagné cette Vuelta avant même de l'avoir couru? Bah, c'est sûr que sur le papier, Vingegaard est l'immense favori, même si on va voir qu'il y a quand même de beaux outsiders. Déjà parce qu'on l'a vu sur le tour, même s'il est bien en dessous de Pogacar, il est toujours bien au-dessus des autres. Donc quand il n'y a pas Pogacar, il est le favori numéro un. Le parcours lui convient plutôt bien. C'est des étapes où finalement il n'y a pas trop de pièges. Bah, vous l'avez dit dans l'analyse, beaucoup d'arrivées au sommet. Euh, du coup, pour contrôler avec son équipe, c'est pas trop difficile. Et finalement, le seul exercice où il était faillible sur le tour, c'est le chrono. Après, on peut aussi parler de Taka, mais en tout cas, ce chrono, c'est là où il perd la première fois le tour. Et finalement, il n'y a que 20 km à peu près, je crois, de chrono individuel. Et il y a un chrono par équipe où là, il devrait gagner du temps. Donc même s'il n'est pas trop en confiance, le parcours lui convient très bien. Et puis, bah, on se souvient en 2023 où il termine deuxième à 17 secondes de Kuss. Bon, il lui offre la Volta, mais il avait montré cette année-là qu'il pouvait enchaîner et le Tour et la Volta sans souci. Nico, ton avis par rapport à ça, est-ce que Vingegaard a pour toi toutes les chances de remporter cette Vuelta? Ouais, et je le sens très fort et je le sens très revanchard, Jonas Vingegaard. Alors peut-être qu'il me fera, il me donnera tort, peut-être qu'il aura un gros coup de mou parce que voilà, mais il a pas énormément forcé cette saison pour l'instant. Il n'était pas à son pic de forme du tout au printemps, contrairement à Tadej Pogacar. On l'a vu monter en puissance tout au long du Tour de France. Moi, je sais pas quel est votre ressenti là-dessus, mais moi, je l'ai clairement vu monter en puissance Jonas Vingegaard. On l'a vu en première semaine, il a eu ben, le chrono, il a eu un coup de moins bien. Ça, c'est souvent quand on n'est pas forcément à son pic de forme. En revanche, en troisième semaine, il faisait largement au Mont Ventoux, dans les Alpes, il faisait largement match égal avec Tadej Pogacar, ce qui n'était pas le cas dans les Pyrénées. Alors peut-être que Pogacar était en phase descendante, mais je pense que Vingegaard était en phase ascendante. Il a l'une des, si ce n'est la plus grosse équipe en termes de collectif pour contrôler la course. Et je pense qu'il a vraiment, vraiment envie de remporter un grand tour cette saison et de mettre la Vuelta à son palmarès. Donc il a la motivation, a priori il a la forme et il a l'équipe. Donc oui, c'est le grand favori de cette Vuelta. Ouais, comme tu disais, il a l'équipe, hein, parce que quand je regarde son équipe, alors c'est pas confirmé à 100%, mais il y a 8 noms, et je vois du Kelderman, du Jorgensen, du Kampeners, Van Barle, du Sepkus, du Ben Tullet. Moi, je me dis qu'après le chrono, déjà par équipe, ils vont être loin devant. En tout cas, il y a des chances, en tout cas, qu'ils soient très bien placés. Puis surtout, moi j'ai vraiment eu cette impression d'un Vingegaard qui était devenu encore meilleur grimpeur puncher que grimpeur finalement long. Les étapes où il m'a le plus impressionné, c'est finalement les étapes où il jouait du derrière avec Pogacar sur ses accélérations sur le tour et puis également bah, les montées sèches. Le Mont Ventoux, il a été très très fort quand même. Hein. Donc même le chrono de Peragude, voilà, il a été plutôt fort. Donc
Ouais, moi j'ai du mal à voir des failles pour Jonas Vingegaard. On va parler d'adversité après. Mais grosso modo, même un Vingegaard lâché par Pogacar au Tour de France, c'était loin devant le reste. Donc ouais, je sais pas si on peut pousser l'analyse plus loin que de dire Jonas Vingegaard c'est le grand favori. Après, dans tous les cas, Simon, on est d'accord que il est un peu au pied du mur parce que s'il remporte pas cette Vuelta, ce sera une saison plus que ratée. Ah oui, étant donné qu'il a fait 3 courses dans l'année, s'il gagne pas ce Tour d'Espagne, évidemment que ça sera décevant. Après, bon, voilà, il y a ce Tour de France où il fait quand même deuxième. Paris-Nice, il abandonne. Donc, on va dire qu'il a des circonstances atténuantes parce que sur le Tour, il y a un ovni devant lui. Mais voilà, c'est sûr que bah, vous étiez posé la question justement sur le fait qu'il puisse faire d'autres grands tours, le Giro, la Vuelta. Donc voilà, pour lui, c'est une bonne occasion de gagner un autre grand tour parce que mine de rien, c'est peut-être un des meilleurs coureurs de course par étape du siècle. Et il a que deux grands tours. Donc bon, voilà, faudrait un petit peu garnir l'armoire à trophées. Donc voilà, je pense que cette Vuelta est une bonne occasion de le faire. Ouais, ouais, Nico, cette pression justement, est-ce que ça peut le rattraper à ton avis ou tu penses que non, c'est même ça, enfin voilà, parce que c'est vrai que s'il se loupe, c'est un peu saison blanche pour le Danois, mais est-ce qu'il est pas, même ses jambes sont pas trop fortes pour qu'il subisse cette potentielle pression qui pourrait se mettre. Non, Jonas Vingegaard, il est beaucoup plus serein depuis quelques temps, depuis quelques années. Je pense que le tournant de sa carrière, on y reviendra peut-être dans quelques années quand on fera le bilan final de la carrière de Jonas Vingegaard et de cette ère de la Visma Lease the Bike, avec Vingegaard à sa tête. La chute lui a mis beaucoup de choses en perspective. Avant sa chute l'année passée, je parle évidemment de la chute aux Pays-Bas l'année passée. Avant sa chute aux Pays-Bas, c'était un coureur qui se mettait beaucoup de pression, qui se préparait énormément, qui voulait rendre son pays, son équipe, sa famille fière, etc. Et depuis qu'il a failli crever et que voilà, qu'il a subi une lourde opération qui finalement lui a permis, enfin, qui n'a pas été trop dommageable au niveau des résultats puisqu'il a quand même fait 2 fois deuxième du Tour de France depuis. Je pense qu'il a une autre perspective sur le vélo. Il le prend avec beaucoup moins de pression. Il se dit du moment que je reste sur le vélo et que je fais mon job et que je prends du plaisir à courir, je suis bien. Donc je pense il gère avec aussi la maturité, hein. Il a bientôt 30, pas tout à fait, mais bientôt 30 ans, Jonas Vingegaard. Je il est père de famille. Je pense il voit la course d'une façon totalement différente. Et je pense qu'il se dit, ben, je suis au départ de cette Vuelta, je vais essayer de la courir pour la gagner. Si jamais si jamais j'ai pas les jambes, mais que je reste sur le vélo, que j'ai pas de pépins, mais que j'ai juste pas les jambes, ben, ce sera dommage, mais c'est pas grave. Je pourrai retrouver ma famille et je me préparerai pour mes futures échéances. Donc, je pense qu'il gère beaucoup mieux la pression depuis 1 an et demi, Jonas Vingegaard. Bon, vous l'aurez compris, hein, Simon comme Nico, et comme moi d'ailleurs, on est assez persuadé que si tout va bien pour lui avec cette équipe et avec son niveau intrinsèque, Jonas Vingegaard est le grand favori de cette Vuelta. Si vous deviez miser sur le nombre de victoires que va remporter Jonas Vingegaard sur cette Vuelta, vous seriez sur combien environ? Alors il peut en remporter au moins 15, hein, vu le nombre d'étapes difficiles, mais après, vous seriez sûr, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut faire une Pogacar et aller en chercher 7-8? Plus 4, 5 Ouais. maximum quand même. Je pense que la Vuelta, il y a quand même beaucoup de baroudeurs qui sont récompensés. Tu comptes le compte la montre par équipe ou pas? Non, C'est non, moi, ça, collectif. voilà, ça, ce sera les favoris, à mon avis. On va parler d'une autre équipe après, mais vu l'équipe qu'ils alignent, quand même, ouais, ils peuvent le remporter, en tout cas. Si Euh, tout se passe bien si tout se passe bien pour lui, si tout se passe bien pour lui et comme on a dit, etc., qu'il n'a pas de soucis, je pense qu'il en remporte 3. Je pense qu'il remporte le chrono individuel, sans le contre-la-montre par équipe, hein. Je pense qu'il remporte le contre-la-montre individuel et qu'il remporte 2 étapes de montagne. Est-ce que, les gars, si imaginons scénario, la quatrième étape là, qui sort des Alpes, ça part par Mont-Genèvre, je sais plus où, là, le Mont-Cenis, voilà. Imaginons une grosse échappée fleuve avec un Sepkus à l'intérieur, elle est comme en 2023, l'échappée prend 7-8 minutes. On peut avoir un remake de 2023 où cette fois-ci Jonas Vingegaard il peut pas laisser passer l'occasion de gagner la Vuelta avec un coéquipier qui serait plusieurs minutes devant avant d'aborder les étapes difficiles. Je pense à aucun moment il laisse que se gagner une deuxième Vuelta. Surtout que je pense que l'Américain est beaucoup moins fort en 2023. Donc même s'il a 7 minutes, je suis persuadé qu'il les perdrait assez rapidement.
Non, non, franchement, c'est pas une stratégie envisageable. À la limite, un Jorgensen, qui peut être annoncé, je le crois. Ouais, Mais bon, Kuss, non. ouais. Il y a, Ouais, il y a Nico? aucun scénario, il y a aucun scénario dans lequel la Visma, si Vingegaard est à son niveau de forme du Tour de France, il y a aucun scénario dans lequel la Visma met pas tout en œuvre pour Vingegaard. Après, ils laisseront peut-être des victoires d'étape à d'autres coureurs, hein. Ça, au niveau des victoires d'étape, ils laisseront peut-être des coureurs jouer leurs cartes. Mais au niveau du général, il n'y a aucun scénario dans lequel ils mettent pas tout en œuvre pour faire gagner Vingegaard. Ouais, et je me demande, parce que je vois la start list, je vois quand même des mecs qui étaient au Tour de France, qui ont fini un peu rincés. Je vois un Wilco Kelderman, bon, qui est un bon équipier, mais qui est un peu en perte de vitesse. Je vois un Matteo Jorgensen, quand même, qui a fini le Tour de France dans le dur, hein. Malgré tout, en montagne, c'était pas facile pour lui. À côté, je vois qu'il y a un mec qui est pas prévu, qui est Noite Brooks, qui a quand même éclaté. Alors, bon, c'était le Tour de l'Ain, mais quand même, il a vraiment éclaté la concurrence. Est-ce que ce serait pas le moment, alors que les compos sont pas définitifs, d'enlever un de ces coureurs dont j'ai parlé et de faire monter un Brooks à la fois comme pur lieutenant de montagne, parce que franchement, vu son niveau, Brooks, s'il garde le même sur la Vuelta, ça peut faire très mal. Et en même temps, est-ce qu'on se dirait pas qu'un Kelderman ou un Jorgensen, il serait pas un peu cramé? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, après, est-ce que la liste qu'ils ont donnée, c'est quand même une liste plus ou moins quand même scellée, parce que à une semaine de la fin, changer d'équipe comme ça, je sais pas si c'est opportun, rien que pour la cohésion, même dire à un coureur, bah finalement, 3 jours avant, finalement, on te jarte parce que Hülkenberg c'est plus en forme. Bon, je sais pas. Mais oui, c'est sûr que sur le papier, ça serait plus intéressant d'avoir Hülkenberg, peut-être qu'un Kelderman ou autre, mais je suis pas sûr qu'il le fasse étant donné que la Visma c'est quand même assez carré, protocole, etc. Ils font rarement des choses sur des coups de tête. Moi, je vais te faire une phrase très rapide là-dessus, mon Titien, et du coup, tu vas voir, ça va te faire une transition parfaite pour le chapitre suivant. Je pense que Kenneth Brooks, il a les dents qui rayent le parquet. Je pense que même si c'est pas au même niveau, tu vas voir où je vais en venir, c'est pas au même niveau que Juan Ayuso avec UAE. Je pense que Kenneth Brooks, il a un peu ce profil de genre calife à la place du calife et qu'il supporte très mal d'être la deuxième option dans une équipe et que ça le dérange pas d'être sur des courses un peu plus modestes comme le Tour de l'Ain ou peut-être des classiques italiennes ou des choses comme ça en fin de saison. Mais il veut être le leader, il veut en tout cas pouvoir jouer sa carte personnelle. Et dans une Vuelta dont Vingegaard a dit que c'était un objectif, qu'il veut la gagner, etc., on sait très bien qu'il n'aura pas les moyens de jouer sa carte personnelle et qu'il n'aura pas les mains libres. Et que Visma veut mettre autour de Jonas Vingegaard des mecs dont il est sûr, avec qui il court toute l'année, qui ont l'expérience de courir avec lui, Sepkus, Jorgensen, Kelderman, etc., etc., etc. À l'équipe habituelle, on va dire, enfin plus ou moins, il y a quelques modifications. Et je pense que Kenneth Brooks, il a un peu comme Ayuso, ce côté genre, je suis jeune, j'ai envie d'être leader, et il a les dents qui rayent le parquet. Et je pense que Visma fait très bien, malgré, je pense que dans l'absolu, c'est le deuxième plus fort au niveau du niveau de forme actuel de Visma sur les montagnes après Vingegaard, donc ce serait le meilleur coéquipier. Je pense qu'au niveau de la cohésion interne et qu'ils se disent que peut-être qu'il a tellement de marge que même s'il y a des coéquipiers un peu en dessous, ils peuvent se permettre entre guillemets de faire une rotation de coéquipiers du moment que Vingegaard garde le maillot rouge ou en tout cas le sécurise à Madrid. Ça peut bien se passer et qui veulent éviter de l'avoir de la concurrence interne et de se retrouver dans un scénario à la 2023 avec un Hülkenberg qui est sur le podium et qui voudrait jouer sa carte personnelle. Eh ben, écoute, super, tu m'as fait, comme tu disais, une transition parfaite, puisque, messieurs, c'est l'instant popcorn de cette preview. On va passer, voilà, Ah à l'équipe qui sera là pour essayer de renverser Jonas Vingegaard, l'équipe, voilà. Attention, Ah, on est attention. au cirque, c'est parti. Alors, l'équipe UAE. Donc, il y a l'équipe UAE avec Pogacar, une équipe structurée derrière un leader unique. Et puis, il y a l'équipe UAE sans Tadej Pogacar, alors, qui est évidemment la meilleure équipe du monde avec le nombre d'individualités. Ils vont peut-être avoir 100 victoires dans l'année. Enfin, voilà. Donc, je remets pas ça en cause. Mais regardez la start list du UAE. Bon, Pogacar a dit je fais pas la Vuelta. Soit, très bien.
T'avais voilà, des coureurs, t'avais Isaac Del Toro, t'avais Joe Almeida, t'avais Juan Ayuso, voilà, t'avais pas mal de coureurs qui pouvaient briller sur cette Vuelta. Et ils ont mis le duo parfait, un duo de coureurs qui ne peuvent pas s'encadrer. On se souvient encore de cette étape du Galibier, il me semble, l'année dernière, en 2024, où Almeida se retourne et je sais pas ce qu'il raconte à Juan Ayuso pour l'inciter à venir rouler, mais ça avait pas très l'air très amical. On apprend ensuite que Juan Ayuso, voilà, il est un peu dans son coin tout seul dans l'équipe UE, il veut pas trop faire le travail pour les autres. Je me souviens également que la Vuelta 2023 où Ayuso et Almeida étaient co-leaders, ça a été un fiasco absolu. Je crois que Ayuso a fait 5e et Almeida était 8e. Jamais un seul des deux a roulé pour l'autre. Voilà, ils faisaient vraiment chacun la course dans leur coin. Limite, je pense que Almeida il aurait préféré aller rouler pour Vingegaard ou pour favoriser le triplé de Jumbo il y a 2 ans que pour rouler pour Ayuso. Et Ayuso, il veut rouler pour personne dans son équipe. Voilà, ils sont mis co-leaders sur cette équipe, dans cette équipe UE pour cette Vuelta. Voilà, avec derrière voilà, des solides coureurs. On pense à Jevine, on pense à Marc Soler. On l'avait vu les dernières, Vine et Marc Soler. Tous les jours, je crois qu'ils étaient en échappée. Je crois qu'ils ont déjà. En tout cas, Soler a gagné une étape. Vine, je sais plus, l'année dernière. Vine, il avait le maillot à poids, je crois. Donc, bref. Et puis derrière, les solides Groschartner, Oliveira, voilà, Mikkelberg. En tout cas, ils ont une belle équipe pour le chrono par équipe. Mais honnêtement, ça vous inspire quoi, ce duo là, cette hydra de tête Almeida-Ayuso? Est-ce qu'on va finalement pas avoir plutôt qu'une équipe, on va pas avoir 2 équipes en une chez EBE, voire une équipe autour de Joe Almeida et puis Juan Ayuso qui va faire la course dans son coin. Simon, comment tu vois ça, toi? Parce que moi, je suis un peu perplexe. Ouais, c'est difficile à analyser. Bah déjà, tu as parlé du Tour de France 2024. J'ai regardé, il me semble que c'est la seule course qu'ils ont fait en commun depuis 2 ans. 2024-2025, il n'y a que le Tour de France 2024 où ils ont été dans la même équipe. Donc c'est quand même assez fou Ah bah ouais, parce que de se dire je ça. te Alors que, confirme que c'était pas bien passé du tout entre les deux sur la Vuelta 2023, hein. Pas du tout. ouais, bah après, ce qui est étonnant quand même, alors, ça s'est pas bien passé. Au final, ils font quand même, alors je crois que c'est 3 et 9 ou 9 et 4. Enfin bon, il y a quand même 2 top 10. Et en fait, la plupart du temps, quand ils étaient à 2 avant 2022-2023, tu en as toujours un qui est sur le podium et l'autre qui est un peu derrière. Donc les deux font top 10, mais c'est vrai que ça gagne jamais. Donc c'est là que tu te dis que on va dire que la collaboration a ses limites. Mais bah voilà, peut-être que du côté du staff, on a dit écoutez les gars, vous êtes 2 leaders, vous travaillez pas l'un pour l'autre au début. Par contre, s'il y en a un qui a 1 minute d'avance sur l'autre, bah il s'y plie. Alors après, est-ce que Ayuso qui va peut-être partir, en tout cas, c'est des bruits de couloir qui l'envoie peut-être à Movistar ou je ne sais où. Alors est-ce qu'Ayuso va se dire bah, de toute façon, je vais m'en aller, de toute façon, personne ne m'aime dans cette équipe, donc je joue ma carte quoi qu'il arrive. Peut-être, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même une forme de collaboration au moins sur cette course-là, histoire de pouvoir faire des stratégies pour peut-être renverser Vingegaard, ce qu'on n'a pas réussi à faire Vingegaard et Jorgensen sur le Tour. Là, il y a quand même 2 mecs qui sont hyper forts, qui peuvent au moins faire podium, voire aller gagner cette Vuelta, à condition de s'entendre et de faire les choses bien pour que Vingegaard soit mis en difficulté. Sinon, c'est vrai que ça va ressembler à un sur le podium, ou alors ils vont faire 4 et 5, ou peut-être même un abandon d'un des deux. Donc, ouais, c'est difficile à analyser et je pense qu'on sera fixé vraiment que lorsque la course sera bien avancée. Nico, repose un petit peu cette petite boîte de popcorn que tu as et donne-nous un peu ton avis sur cette doublette. Bah moi, ça va être génial, hein. C'est le feuilleton de la Vuelta, hein. J'adorerais être une petite souris pour être dans le bus UAE après les étapes parce que je pense que ça peut être génial. Alors d'ailleurs, ça se voit, hein. Et d'ailleurs, je reviens sur mon introduction. Je disais que déception de ne pas voir Yann Christen, etc. Je pense qu'UAE sent le bordel venir. Je pense que UAE ne pouvait pas se permettre de ne pas aligner Ayuso et Almeida sur la course pour différentes raisons. Ayuso pour des raisons de relations et de médias et de programmes. Et Almeida pour des raisons de blessures. Voilà, il n'a pas pu défendre ses chances pour un podium sur le Tour de France alors que c'était largement dans ses cordes au niveau de la. Voilà, il aurait pu être à la lutte avec Lipovic largement pour la 3e place sur le Tour. Bref. Donc, du coup, ils peuvent pas dire aux deux, ben non, on vous prive d'une chance avec les jambes que vous avez cette année de jouer le podium sur un grand tour, d'autant que Pogacar n'est pas là, donc vous avez carte blanche. Donc, ils étaient obligés de prendre les deux. En revanche, ils ont limité, on va dire, les dégâts collatéraux.
en faisant une chose très simple, c'est qu'ils ont pris que des bons soldats, que des vétérans, que des mecs qui savent que s'il y a le bordel dans l'équipe, ils vont pouvoir assurer, et pas des petits jeunes qui pourraient être, on va dire, voilà, mal influencés ou qui pourraient mal gérer certaines tensions dans le vestiaire, comme on dit, dans le bus. Donc, Ian Kristen, Del Toro, ce genre de coureurs. Donc, ils ont pris que des bons soldats, que des vétérans, les gros Schartner, Ivo Oliveira, J1, que des mecs chill, ultra professionnels, qui, quoi qu'il se passe entre les deux, parce qu'ils peuvent vraiment pas se blairer les deux, quoi qu'il se passe, vont faire leur job, vont être là, vont être compétitifs. Ils ont largement des grands tours dans les pattes, les meilleurs. On le voit, hein, si vous suivez un peu la chaîne UAE qui, voilà, comme beaucoup d'équipes, voilà, montre un peu les inside de l'équipe. On voit quels sont les coureurs. Et je pense qu'Almeida est un grand professionnel et qui se disent, bon, on met Ayuso parce que, ben, voilà, on est obligé, c'est au programme et compagnie. Je pense qu'Ayuso, il est tellement dehors que, voilà, et qui se disent au moins, en comptant Almeida, on a 7 mecs qui sont professionnels, solides, qui vont pouvoir collaborer, mais ils peuvent pas se piffrer. Ayuso, Almeida, ils peuvent pas se piffrer. Et je pense que ça va être, en tout cas, ça va être super fun parce que il y a aucun monde dans lequel ils bossent l'un pour l'autre ou que ça se passe bien, etc. Que ça se passe plutôt bien en interne et qu'ils arrivent à donner le change. Vu l'équipe qu'ils ont pris, j'y crois pour que ça, voilà, mais que ça se passe bien en interne entre Ayuso et Almeida ou entre Ayuso et le staff, on va dire, et plutôt du côté justement de l'équipe, du reste de l'équipe UAE, parce que c'est les gars fidèles, les bons soldats et compagnie. Euh, voilà, ça va être très drôle. On suivra, je pense, Titien, les déclarations d'Ayuso. S'il y a des trucs qui se passent pas bien ou s'il y a des bizarreries sur la course, on suivra les déclarations d'Ayuso à la presse espagnole. Je pense on peut bien se marrer. Ouais, ouais, bah. Alors, moi, je pense que la sélection d'Ayuso, elle vient du fait que la stratégie du UE, pour moi, elle est claire. Maintenant, on a de l'argent, on achète tout le monde. On empêche les autres équipes de briller. Si on achète. En fait, la stratégie est simple. Si on achète tous les meilleurs, les autres équipes, ils pourront pas nous battre quoi qu'il en soit. Donc, on achète les meilleurs et on les garde. Et là, Ayuso, mine de rien, elle veut se barrer, même si ça se passe bien avec l'équipe. Si ça se passe pas bien avec l'équipe, si Ayuso il s'en va, ça fait un adversaire potentiel dans une autre équipe. Donc, nous, ça nous arrange pas, UAE. On réglera les problèmes en interne plus tard, mais en tout cas, il faut qu'Ayuso il reste chez nous. Et donc, bah, on lui offrir, mine de rien, ce co-leadership de Vuelta, alors qu'il avait été annoncé depuis 2 mois qu'il y serait pas. Hein. C'est un peu une tentative de dire attends, ne pars pas, reste chez nous. Voilà. Moi, je suis persuadé que voilà, ils ont pas du tout envie qu'il parte, malgré le fait que enfin voilà, ça se passe pas très bien en interne, parce que ça créerait un adversaire ailleurs. Et puis de toute façon, leur truc, c'est de dire bon, nous, on a le meilleur coureur du monde. Derrière, on a tous les meilleurs coureurs du monde. On continue de les emmagasiner, donc on n'aura pas de problème. Après, ceci étant dit, moi tu parlais d'unité derrière ces deux-là, moi j'y crois pas trop. Hein. Marc Soler, la Vuelta, on le sait, c'est son unique occasion de briller dans l'année. Moi je me souviens de Marc Soler, alors c'était à l'époque Movistar, qui pète un câble quand tu lui demandes, enfin c'était en 2019, l'année de la révélation de Pogacar, où on lui demande sur la 9e étape, la première que gagne Poggi, d'attendre Quintana qui est juste derrière, et tu vois Soler qui fait des doigts d'honneur à ce directeur sportif. Enfin, c'est pas un coureur non plus. Alors quand il y a Pogacar, Marc Soler il fait son travail parce que c'est Pogacar, et j'ai l'impression que c'est lui qui crée l'unité. Mais dès qu'il n'y a pas Pogacar, Marc Soler, pour moi, si vous avez des jeux de fantasy, si vous avez des jeux de fantasy, les gars, prenez-le parce qu'il sera dans l'échappée tous les jours. Il va aller chercher une victoire d'étape, le maillot à poids, voilà. Donc ouais, franchement, je sais pas. Je parlais pas uni d'un point de vue roulé pour eux. Je parlais uni dans le sens Ah bah ça où va pas changer sa carrière, c'est sûr quoi. non, mais dans le sens dans le vestiaire, il y aura pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gars, c'est des expérimentés, des professionnels. Je disais dans ce sens-là, ça va pas péter au niveau égo. Par contre, je pense que si Solaire il a envie de jouer sa carte, il joue sa carte. Ouais, ouais. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Après, une fois qu'on a dit ça, parce que moi, je suis un peu persuadé que ça va être un gros bordel et que ça va ressembler à rien. Sportivement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous produire ces deux leaders de l'UAE? Déjà, Simon, pour toi, est-ce qu'ils peuvent mettre en péril Jonas Vingegaard? Ou même, tout simplement, la question, est-ce que tu les vois comme des favoris pour aller accrocher au moins un minimum un podium? Bah, pour moi, ce sont les deux seuls autres coureurs qui peuvent embêter Vingegaard, vraiment en haute montagne notamment. On le sait, Almeida, il grimpe souvent à son rythme. En fait, il revient à chaque fois en fin d'ascension, il est là. Ayuso, c'est quand même très costaud quand il est en forme. Alors, ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu vraiment super en forme.
Mais pour moi, c'est quand même les deux mecs les plus forts sur le papier derrière Vingegaard. Donc c'est pour ça, si ils avaient la bonne idée de bien s'entendre pour une fois, ou du moins si il y en a un des deux qui, je sais pas, hein, peut-être un qui abandonne ou qui va très loin au classement, ça, justement, ça peut permettre à celui qui est encore dans la course de briller, alors que si les deux sont encore en même temps, coude à coude, c'est là où il peut y avoir des frictions. Mais oui, pour moi, si les deux s'entendent bien, s'ils collaborent, s'il y en a un qui attaque et l'autre attaque dans la foulée pour faire un petit peu une Granon Vingegaard sur Pogacar sur le Tour de France, ça peut être efficace, ça peut marcher. Mais voilà, il va falloir qu'ils mettent un petit peu leurs égos de côté et puis qu'ils fassent le nécessaire parce que sinon, s'ils sont la guerre, ils la gagneront pas contre Vingegaard. Ça fait beaucoup de Simon, hein. J'adore cette blague. Ça fait beaucoup de Simon. Et Ouais. toi, Nico, alors, il t'a convaincu, Simon, ou tu le vois encore plus fort ou encore moins fort? Je suis d'accord avec Simon sur le papier. Mais le papier, comme on dit l'expression d'un de mes anciens patrons, il me disait le papier, ça a un énorme avantage, c'est que ça se laisse écrire. Et le souci, c'est que il y a le papier et il y a le fait que ils sont tellement à l'opposé en termes de mentalité de coureur, Almeida et Ayuso, et puis il y a tellement eu des frictions. Alors oui, alors ce serait bien qu'ils fassent ça, et je suis d'accord que sur le papier, c'est les deuxième et troisième meilleurs à avoir l'état de forme. Surtout, moi, je m'inquiète pour Almeida, qui a quand même eu une côte cassée au Tour de France, qui a une chute à plus de 65 km/h dans la descente vers Mur de Bretagne. Donc, à voir comment il aura récupéré, hein. Il n'a pas eu 3 mois de récupération, il a eu 1 mois de récupération, donc il faudra voir. Les jambes d'Almeida, cette année, elles sont exceptionnelles. Dans l'absolu, c'est le troisième meilleur coureur sur les courses par étapes brutes, devant Remco, devant Roglic, devant Ayuso. Donc, s'il était à 100%, je te dirais. Après, il faut voir comment il a récupéré de sa blessure. Et lui, il a vraiment la mentalité et la caisse sur 3 semaines pour pouvoir aller embêter un Vingegaard. Moi, c'est vraiment la coopération avec Ayuso. J'ai des gros, gros doutes. Pas sur le fait que l'équipe va essayer, mais sur le UAE, mais sur le fait que individuellement ils peuvent pas se piffrer quoi. Et donc c'est toujours compliqué quand on sait qu'on peut avoir les jambes et qu'on joue un podium sur un grand tour de dire je vais faire l'effort de plus ou je vais faire une forme de sacrifice ou mettre une tactique en place pour qu'un gars que je peux pas piffrer gagne même s'il est dans mon équipe. Je doute pas du professionnalisme d'Almeida, je doute pas des jambes d'Ayuso, je doute de la mentalité des deux à vouloir rouler l'un pour l'autre ou l'un avec l'autre, on va dire. Ouais. Bah ouais, moi si je dois vous donner mon avis à date là, j'en place aucun des deux sur le podium. Alors Almeida effectivement à son top niveau, je l'aurais mis sur le podium. Et franchement, la manière dont il a abandonné le Tour de France, alors je sais qu'il y a eu 6 semaines de récup depuis, mais c'est pas non plus. Faut à la fois récupérer d'une telle blessure parce que c'est pas une blessure où il évoluait à un niveau inférieur à celui où il évoluera d'habitude. Il s'est fait lâcher par un peloton sur du plat. Il était trop mal quoi. Il était vraiment Ah, il vraiment a une blessé côte dans sa pétée. chair. Il a une... Donc Ouais. faut se remettre de ça, faut se remettre en route. Almeida, ça peut lui donner de la fraîcheur et en même temps, le gars, il a presque 60 jours de course cette année, quoi. Il a énormément couru, Joe Almeida, cette saison. Donc voilà, Gagné. il a beaucoup gagné, ça c'est sûr. Il a eu un niveau assez incroyable, mais en termes de jours de course, il a quand même beaucoup de jours de course. Et comment il a récupéré après sa blessure, moi j'aime jamais parier sur les mecs qui reviennent de blessure, hein. Et on l'a vu, il y a des mecs, je repense encore à Chris Froome en 2014 qui avait une grave chute sur le Tour de France. Il était revenu. Remco cette année. Et voilà, non, mais comme quoi, c'est quand même difficile pour. Moi, j'ai du mal à parier sur un coureur qui a été blessé pas longtemps avant. Et Ayuso, alors oui, il s'est déjà montré très très fort. Cette année, il s'est montré fort en moyenne montagne en remportant Tirreno. En début de saison, il a remporté 2-3 classiques. Moi, Ayuso en haute montagne, j'ai envie de dire que l'année où il m'a le plus impressionné, c'est sa première année sur la Vuelta en 2022 finalement. Derrière en 2023 il était quand même très très loin et pourtant il s'était préparé pour cet objectif. Il était quand même très très loin des trois jumbo à l'époque, mais vraiment très très loin. Puis bon, l'année dernière Ayuso 24, c'est une c'était quand même catastrophe. pas foufou. Donc moi Ayuso, j'ai aucune référence récente de haute montagne, en haute montagne en tout cas, où je me dis tu vois, on va parler de coureurs dont on va parler après là, qu'on a choisi comme Mhm. outsider. C'est pas un mec où je me dis forcément, bah lui, il est large au-dessus de ces deux-là, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que sur le Je suis papier, d'accord avec toi, hein. c'est une super armada cette équipe UAE, c'est la deuxième plus grosse équipe derrière la Visma.
Mais moi, je mettrais ma main à couper sur aucun des deux leaders, à la fois pour le niveau intrinsèque d'Ayuso, et puis même Ayuso à la Classica à San-Sébastien a été lâché dès le pied de l'avant-dernière côte, il est resté encore 40 mecs, donc voilà. On va avancer parce qu'il faut avancer, et voilà. C'est effectivement sur le papier les deux principaux rivaux. Après, voilà, est-ce que ce seront vraiment le jour J les deux mecs qui peuvent déjà je les vois pas embêter Vingegaard du tout, et je pense que si les deux UAE peut signer des deux mains s'ils font 2 et 3 sur le podium, parce que franchement l'adversité elle va quand même être assez forte. Je sais pas Simon si tu as un dernier truc à dire sur Almeida et Ayuso, parce que toi tu semblais quand même penser que voilà c'est quand même les deux qui vont être au-dessus des autres. Non, mais tu m'as un petit peu convaincu, je suis moins persuadé, tu Ah, vois. bah, Donc, bah. t'as été efficace dans ton argumentaire. Donc, sur le papier, ça reste les deux meilleurs, mais c'est vrai qu'au vu des récentes dynamiques, on peut avoir des doutes. Et Almeida est à son niveau. Il est sur le podium, comme tu l'as dit, mais c'est clair que moi non plus, Titien, je ne vois aucun des deux sur le podium. En tout cas, je ne vois pas les deux en même temps sur le podium. Je mets une pièce sur Almeida s'il a bien récupéré de sa blessure, parce qu'il est quand même monstrueux cette saison, mais c'est un gros si. On est d'accord. De toute Ouais. façon, on verra dès la première semaine s'il a récupéré ou pas. Tout à fait. Les gars, on va avancer. Alors justement, parce que là, on a parlé des deux grosses équipes, mais derrière, on a chacun pris un outsider. Alors, si vous le permettez, je vais juste commencer parce que je vais prendre celui qu'on a choisi qui a les plus grosses références, que ce soit cette année ou dans sa carrière en Grand Tour. C'est un nom qu'on connaît tous, qu'on a l'habitude. D'ailleurs, il a fait quatrième de la Vuelta l'année dernière. C'est Richard Carapace, troisième du Giro cette année, qui était en position de gagner le Giro jusqu'à la dernière étape. Je crois qu'il n'a pas couru depuis le Giro, parce qu'il devait faire le Tour de France pour venir en chasseur d'étape, maillot à poids, tout ça. Il a été blessé, donc il a reporté ses ambitions sur cette Vuelta. Carapace, c'est une valeur sûre de Grand Tour pour moi. C'est un mec qu'on va voir sur cette Vuelta, que ce soit en coureur de classement général, et si à un moment il est trop en difficulté, qu'on verra les gagner des étapes, voilà. Parce que c'est un super grimpeur. C'est également un mec qui va avoir, à mon avis, une bonne équipe pour l'entourer. Et puis c'est un mec hyper offensif. Ça, on n'est jamais trop déçu avec Carapace. Des fois, c'est peut-être même un peu trop. Mais voilà. Donc moi, clairement, Richard Carapace, je le vois sur le podium de cette Volta. J'attends de voir la compo de l'équipe IF parce que souvent IF, en plus, c'est une bonne équipe de contre-la-montre par équipe. Et je me dis qu'il peut ressortir de ce contre-la-montre par équipe vraiment pas loin des Visma ou des UAE, avec une belle équipe autour de lui, et qu'ensuite en montagne, lui, il peut dynamiser. Il a quand même un incroyable niveau hein, sur le Giro. Honnêtement, c'était un des deux plus forts en haute montagne. Il a cette explosivité. Puisqu'on sait que beaucoup la Vuelta se joue sur des montées sèches, sur des finishes, etc. J'ai encore l'image en tête de la Vuelta 2020 où Carapace, l'avant-dernier jour, il met à mal Roglic, je sais plus c'était quelle ascension là pour terminer, mais il met une accélération et Roglic il gagne la Vuelta pour quelques secondes. Enfin voilà, Carapace il est toujours là pour mettre le bordel, et moi je le vois sur le podium. Encore une fois, je trouve que ce parcours il lui convient bien. Donc lui, je le trouve par exemple plus valeur sûre, alors pas que Almeida, mais qu'un Juan Ayuso. J'aurais plus tendance à miser, en tout cas pour un général final, sur un Richard Carapace qui a... Bon, voilà. Et puis en plus, qui pour le coup là va arriver assez frais, parce qu'il a été malade avant le Tour de France, mais il a eu le temps de se remettre, il n'a pas couru depuis le Giro, donc à voir s'il se remet rapidement en jambes. Mais s'il s'est bien entraîné, s'il arrive frais, et je pense qu'il ne serait pas sur cette Vuelta si ce n'était pas le cas. Pour moi, c'est un gros, gros candidat au podium, Richard Carapace. Simon, je sais pas, quel est ton avis par rapport à ce coureur? Alors moi, j'avais une shortlist de 5 coureurs dans les outsiders et il était dedans. Donc je suis complètement d'accord avec toi. C'est exactement les mêmes arguments que je m'étais noté. La fraîcheur, la frustration de ne pas avoir pu faire le Tour de France, donc du coup une motivation décuplée. Et puis voilà, c'est un mec, tu sais qu'au pire, il fera 4-5e, quoi. Donc oui, c'est un vrai outsider pour le top 5, voire pour le podium. Nico? Ah ouais, allô, allô, ouais. Euh, alors, moi, je vais prendre une hot take. J'aime beaucoup Richard Carapace. J'y crois absolument pas sur cette Vuelta. J'y crois Oh, absolument pas. Oui, et alors, en plus, ce qui va être encore plus débile de ma part, entre guillemets, c'est que je suis d'accord avec tous les arguments. Ils sont, franchement, l'argumentaire Titien, comme d'habitude, il est ciselé. Carapace peut très bien finir dans le top 5 quoi, sur le podium de cette Vuelta. Mais Richard Carapace a quand même une sale habitude ces dernières années d'irrégularité.
et d'être très bon à certains moments de la saison. Enfin, c'est un coureur à l'ancienne, quoi. Il n'a pas cette régularité de malade qu'ont certains autres coureurs comme Almeida, Pogacar, Vingegaard, d'être relativement stable à un niveau plus ou moins stable toute la saison. Et je pense que Richard Carapaz, il peut faire une très bonne Vuelta. Moi, je le vois plutôt faire une Vuelta en chasseur d'étape, en chasseur d'étape, en maillot à pois, genre comme ça. Mais je le vois pas du tout au général. Et je pense qu'il y a une ou deux étapes où il va faire popcorn et il va prendre 30 minutes parce que il va avoir une fatigue ou un manque de foncier ou un truc qui va pas jouer. Donc, je pense pas qu'il va faire une mauvaise Vuelta. En tout cas, je ne lui souhaite pas, hein, pas une seconde. Mais je le vois pas du tout dans le coup, dans le général pour cette raison-là. Mais je peux me tromper totalement, hein. Non, non, bah écoute, ça lui est déjà arrivé. Mais comme je disais, effectivement, si Carapace il est rapidement éliminé du général, je pense qu'il ira chercher 2 étapes et un maillot à pois. C'est assez comme il l'a fait Ça, d'ailleurs c'est le genre. comme il l'a fait sur le Tour Et de c'est France le de l'année genre. dernière, hein, clairement. En tout cas, on est sûr que c'est un mec qu'on va voir. C'est un mec qu'on va voir très très souvent et offensif sur cette Volta. Et du coup, Nico, bah, alors là, ça me lance parfaitement sur ton coureur parce que toi aussi, t'as peut-être le coureur hype du moment, là, le coureur en forme, celui qui est en train de tout péter et justement qui arrive pour une fois peut-être sur un grand tour dans la forme de sa vie et dans la peau peut-être pour la première fois de sa carrière, d'un très très gros outsider pour le classement général. Giulio Ciccone, mon ami Giulio, hein, dans la grande lignée des grimpeurs italiens, je crois qu'on va en parler après d'un autre de grimpeurs italiens que j'aime beaucoup. Moi, c'est mon style de coureur déjà. Giulio Ciccone, hein, on en avait parlé lorsqu'on avait fait le top 25 du siècle, les Cunego, les mecs comme ça. Enfin voilà, moi j'ai déjà pour Giulio, il y a déjà un énorme avantage, c'est qu'il a une grosse équipe, donc pour le contre-la-montre par équipe, il va limiter la casse et qu'il y a très peu de kilomètres de contre-la-montre individuel, donc ça l'aide pour un classement général. Ensuite, il est dans la forme de sa vie cette saison. Il a rarement été, voire je pense qu'il a jamais été aussi fort, Giulio Ciccone. Et on sait que d'avoir un environnement d'une équipe qui gagne et qui est en confiance, ça fonctionne. Et je ne sais pas si vous avez vu la saison des Leaders Trek, mais ils font vraiment une très très grosse saison, avec évidemment leur leader Mats Pedersen, dont on va reparler. Mais je pense qu'ils auront une grosse équipe qui auront envie de faire, et le parcours lui convient très bien. Donc si on mixe frustration de ne pas avoir terminé le Giro alors qu'il était en position de jouer un podium ou un top 5, la forme de sa vie, un parcours qui lui convient bien et dans une dynamique d'équipe très très bonne, moi je pense que Giulio Ciccone, c'est un gros candidat au podium cette année sur la Vuelta. Il faut juste qu'il reste sur son vélo, quoi. Ouais, Simon, est-ce que ça t'a convaincu cet argumentaire de Nico, sachant que Chicone, je crois, n'a jamais fait de top 10 en grand tour en carrière pour l'instant. Oui, c'est ça le petit problème. En fait, moi, Ciccone, je l'avais noté un petit peu, mais je l'avais noté plus dans la rubrique coureur qui va chasser les étapes, qui va partir en échappée. Parce que oui, il est très fort en ce moment. Et déjà, je me demande même s'il n'est pas très fort, très en forme trop tôt. Parce que j'ai l'impression que souvent, en troisième semaine de Grand Tour, c'est un peu dur. Et là, il est déjà en pic de forme en gagnant San Sébastien une étape autour de Burgos. Donc, je me dis, est-ce qu'il va rester en forme encore là pendant un mois du coup, parce qu'on enregistre une semaine avant le début de la Vuelta. Donc niveau forme, je suis pas convaincu. En effet, il a jamais fait top 10 de Grand Tour, alors qu'il a quand même plusieurs fois essayé de jouer le général. Il n'a pas fait top 10 parce qu'il ne jouait pas le général, c'est juste qu'il n'était pas assez fort. Et moi, je me dis peut-être qu'il a un objectif entre guillemets caché, c'est qu'il a déjà gagné le maillot de meilleur grimpeur sur le Giro et sur le Tour. Il lui manque celui de la Vuelta. Et je me dis, est-ce que ça peut pas être un objectif pour lui? Après voilà, j'ai un peu peur qu'il essaye de jouer le général quand même, mais je vois pas réussir à le faire et je le vois distancer à un moment donné et commencer à jouer les étapes, peut-être le maillot du meilleur grimpeur sur la deuxième partie de course. Ouais, c'est compliqué. Alors après, tout n'est pas incompatible, hein. La Vuelta, c'est quand même une farandole de course de côte. Donc le maillot de Ça, meilleur il adore. grimpeur, très souvent sur la Vuelta, ça peut être également un mec qui joue le classement général. Et puis Ciccone, c'est également un puncher des montagnes, hein. Il a ce côté puncher grimpeur plus que pur grimpeur. Après, je trouve qu'il est quand même dans une forme. Enfin, là, il peut pas arriver sur cette Vuelta en se disant je joue pas le classement général parce que vu ce qu'il a montré, faut se dire que
enfin, et je pense que moi, comme tout le monde, quand il est parti avec Del Toro sur San Sébastien, je pense que tout le monde s'est dit, il va se faire éclater par Del Toro dans la dernière côte, c'est trop Il fort, parle. etc. Et il a éclaté l'équipe UAE, vraiment, et c'était le plus fort sur cette classique, il y avait quand même beaucoup de monde. Et non, moi je pense qu'il est pas. Et puis là, il chute autour de Burgos. D'ailleurs, c'est Del Toro qui le fait chuter. Puis tout le monde se dit oh là là, et voilà, il était mal, etc. Et non, il vient encore taper Del Toro sur la dernière bosse. Donc non, non, il est en très grande forme. En plus de ça, je pense pas qu'il va manquer de fraîcheur parce que il arrive en forme à San Sébastien, qui est 2 semaines et demie avant le départ, 3 semaines avant le départ de la Vuelta, mais il n'avait pas couru depuis son abandon sur le Giro, hein, Giulio Ciccone. Donc, enfin voilà. Et puis surtout, dernière chose, le parcours de la Vuelta. Moi je suis toujours dubitatif sur la capacité de Giulio Ciccone à passer la très haute montagne, et notamment les enchaînements de col. J'ai l'impression depuis quelques saisons qu'on a plutôt affaire à un grimpeur puncher, en témoigne encore sa troisième place au Lombardie l'année dernière, sa deuxième place sur Liège cette année, mais pas vraiment un grimpeur type Giro qui peut aller jouer un podium sur le Giro. Par contre, sur cette Vuelta, avec 10 arrivées au sommet, avec un enchaînement d'étapes où voilà, ça va être des concours de watts dans la dernière bosse, bah, je me dis que ça peut bien convenir à Giulio Ciccone. Le contre-la-montre par équipe, à mon avis, il devrait profiter de la puissance de la Lidl Trek, qui est souvent une exercice excellente avec Mats Pedersen, etc. Enfin, qui est souvent une formation excellente dans cet exercice. Voilà, après il y a un chrono en dernière semaine où là il va perdre évidemment du temps. Non, je vois pas Giulio Ciccone venir remporter cette Volta. Mais je me dis que s'il y a une année ou jamais où il peut jouer un classement général de grand tour, Ça, c'est maintenant avec sa forme, avec le profil qui peut lui aller. ouais. Mais je pense que c'est le seul, pas qui va embêter Vingegaard au général, hein. Je pense que c'est le seul qui peut jouer coude à coude avec Vingegaard sur l'Angliru. Ouf, ça Vu le profil, jouer vu le coude à profil coude et avec rapport Vingegaard, poids-puissance. ça m'a l'air ambitieux ça quand même. Non, je dis juste sur l'Angliru à cause du côté punch, du profil de l'étape et du côté rapport poids-puissance. Mais c'est tout, hein. Ouais, mais après, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Simon. Est-ce que c'est plus. Parce que voilà, il va pas non plus gagner cette Vuelta. Et c'est vrai qu'il y a toujours ses limites sur Grand Tour. C'est quand même fou de se dire que ce coureur, je sais pas quel âge il a, il arrive sur ses 30 ans bientôt, à mon avis, quand même. Donc il est Ah plus oui, tout oui, oui, jeune. oui. Donc, 30 ans, je crois. ouais, ouais, voilà. Donc, de dire qu'il a toujours à 30 ans zéro top 10 en Grand Tour. Voilà. Mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on verra pour Ah, Giulio c'est mon Ciccone. pari cette année. C'est un pari. Voilà, Mon pa- c'est un pari. C'est un pari sur l'état de forme. Mais toi, Simon, il me semble que tu paries plutôt pour le classement général sur un autre Italien. Oui, alors j'ai hésité entre deux coureurs quand même, très forts. J'ai longtemps pensé à Derek G, qui est quand même annoncé et qui fait une saison, mine de rien, très belle. Mais j'ai envie de croire un peu à la théorie de la Vuelta, qui révèle toujours vraiment au top niveau des jeunes coureurs. Et donc moi j'ai envie de parler de Giulio Pellizzari, sixième du Giro cette année, alors qu'il n'était même pas leader à la base. Donc il a peut-être, alors je vais pas remater les étapes, mais je me dis qu'il a peut-être perdu un petit peu de temps en jouant les équipiers de Roglic au début du Tour d'Italie. Il aurait peut-être pu faire mieux. Quatrième du Tour de Burgos, donc ça montre qu'au niveau de la forme, voilà, elle est là, elle est présente. Et puis surtout, tous les 3 ans, on a quand même un crack qui se révèle. 2019 Pogacar, 2022 Ayuso, 2025 Pellizzari. Voilà. Pour moi, c'est cousu de fil blanc. Et puis, bah, voilà, on voit quand même que malgré sa jeunesse, il a quand même l'étoffe d'un leader déjà. Et à mon avis, à moins qu'il retrouve leur niveau, ce que je doute fort, il va avoir des équipiers de luxe assez incroyables en personne de Hindley et Vlasov. S'ils veulent bien se mettre à son service, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, sur le papier, il a quand même une belle équipe autour de lui, notamment en montagne, peut-être en chrono un peu moins. Mais en montagne, je pense qu'il peut être aussi dans les tout meilleurs coureurs. Et s'il limite bien la casse sur le chrono par équipe, sur le chrono individuel, ça peut faire top 5, voire podium si vraiment il est très fort en montagne. Ouais, Nico, ça te convainc sur Giulio Pellizzari? Il n'y a pas besoin de me convaincre sur Joe Pizzari, c'est mon chouchou. Donc, en tout cas, chez les Italiens, c'est mon chouchou et je voulais pas le prendre parce qu'il a déjà fait un beau Giro, comme on a dit. Et j'adorerais qu'il fasse un très bon Tour d'Espagne. Je pense qu'il va faire un très bon Tour d'Espagne. Mais deux grands tours à 21 ans dans la même année, je me demande si c'est pas un petit peu beaucoup, surtout vu la saison. Alors après, il est en forme. Je pense qu'il va être largement dans le top 10, en tout cas, j'espère.
J'espère un top 5, mais j'attends de voir. Si moi, ma take, vous la connaissez, hein, c'est que d'ici 5 années, Pellizzari gagne un Giro. Euh, euh, dans les futures luttes avec les Del Toro et compagnie, machin. Sur cette Vuelta, je suis vraiment en observateur. Je n'ai pas d'un avis tranché sur Pellizzari. J'adore ce coureur. J'attends de voir ce qu'il va faire. Et, euh, et je suis vraiment dans l'expectative. Genre, vas-y, montre-nous que tu peux Ouais. faire un beau top 10, voire top 5 sur deux grands tours la même année. Ouais, bah moi il a une bonne tête de mec qui va finir cinquième du général, mais pour moi Giulio Pellizzari est vraiment un pur grimpeur, mais de col italien, de longues étapes de montagne avec enchaînement de col, il manque de punch à Mhm. mon avis. Je trouve que les cols de la Vuelta sont moins adaptés à lui, mais à lui de me faire pourquoi pas mentir. Mais on l'a bien vu d'ailleurs sur l'étape des Lagunas de Nela à Burgos. Pourtant, il finit à une très bonne place, mais il était vite lâché dans la montée. C'est quand même un grimpeur long, Giulio Pellizzari. Est-ce qu'il va pas être un petit peu manqué de jus par rapport à des coureurs justement comme Vingegaard, comme Ciccone, qui sont des ou Carapaz, qui sont des coureurs extrêmement punchy, qui voilà, à qui les cols de la Vuelta conviendraient mieux. J'ai l'impression que Pellizzari, c'est un coureur assez endurant qui voilà, je vois encore l'étape du Giro, il a été le plus fort cette année. C'était une étape avec beaucoup de dénivelé, des longs cols usants. La celle où il finit devant même Carapaz, c'était le meilleur des favoris et c'était vraiment l'étape peut-être la plus dure de ce Giro en termes de dénivelé et d'endurance. Donc on va L'étape des Dolomites, ouais. ouais voilà voilà j'ai un peu peur moi que la Vuelta enfin c'est horrible ce que je vais dire mais que ce soit trop facile pour Pellizzari, non pas les cols en eux-mêmes, mais plus la typologie des étapes qui vont être beaucoup de montées sèches. Voilà. En plus, Mhm. Pellizzari, c'est un très très bon descendeur qui peut faire des coups là-dedans. Mais voilà, dans tous les cas, avec ses qualités de grimpeur, je le vois bien finir ouais, à une cinquième place, à la régularité finalement, mais pas au-dessus parce que voilà, je pense que s'il prépare bien un Giro, c'est plus dans ou même un Tour de France, hein, c'est plus des grands tours qui me paraissent dans ses cordes à l'avenir que la Vuelta, mais effectivement, bon, moi c'est aussi, c'est bien, on est un peu tous d'accord là-dessus. Moi aussi, c'est un chouchou, donc je vais le soutenir à fond et je pense qu'il sera, comme tu l'as dit Simon et comme tu l'as dit aussi Nico, dans le top 10 du classement général. Eh les gars, il nous reste 20 minutes, donc je vous propose d'enchaîner. On a tous les trois, avant de passer au Fire Bullet, choisi un coureur pour le coup qui va pas jouer classement général, mais qu'on va suivre attentivement et qui pour nous va enflammer cette Volta. Simon, je vais te laisser commencer. Quel coureur pour toi on va entendre parler pendant 3 semaines? Moi, je suis très italien aujourd'hui. Moi, j'ai choisi Lorenzo Fortunato. Sur le papier, c'est un peu, alors peut-être un degré moindre, un peu moins fort, mais c'est un peu le même profil que Ciccone, j'ai l'impression. Grimpeur italien, qui a jamais fait de top 10 au général, mais qui a quand même fait une bonne saison 2025, avec donc ce maillot de meilleur grimpeur sur le Giro notamment. Euh, il est en forme, il fait deuxième du Tour de Burgos, donc là c'est pareil, en termes de pic de forme, je pense qu'il va être pas mal, le petit Lorenzo. Et puis, bah, contrairement à Ciccone, qui justement pourrait être tenté de jouer le général parce qu'il est dans la forme de sa vie, parce qu'il est une grosse équipe, je pense que lui, il sera rapidement hors course. Je pense pas qu'Astana fasse un gros chrono par équipe. Je pense que l'équipe peut prendre assez cher. Et s'il perd ne serait-ce que 2, voire 3 minutes, je sais pas trop estimer, mais je pense que ça serait de l'ordre de ce temps-là. Il serait déjà un petit peu en dehors de la bataille pour le général et ça va peut-être l'inciter à bah voilà, tenter sa chance en échappée. On sait qu'Astana, ils sont à la recherche de points. Les étapes, les échappées, ça les connaît, notamment sur le Giro, ils ont été omniprésents. Donc voilà, je le vois bien tenter de partir en échappée, gagner des étapes, aller chercher un deuxième maillot de grimpeur cette saison. Pour moi, Lorenzo, ça va être celui qui va enflammer cette Volta. Bah moi je suis d'accord donc Nico je vais te laisser la Moi parole parce aussi, que j'ai pareil. voilà on va voir du Fortunato tous les jours si vous jouez à des jeux de fantasy prenez Lorenzo Fortunato voilà il est incroyable cette année. Effectivement comme tu l'as dit il jouera pas le général parce qu'ils ont besoin de points et il va partir très souvent le maillot de meilleur grimpeur une ou deux victoires en échappée voilà comme il a fait sur le Giro d'ailleurs hein Nico. Ouais, non, pareil, il a rien de plus à dire. Astana a sa stratégie toute la saison. C'est pas maintenant qu'ils vont changer, quoi. Tout à fait. Écoute, je crois que maintenant pour les deux coureurs qui restent, le tien et le mien, Nico, on va parler un petit peu plus bleu, blanc, rouge français. Qui est-ce que tu nous as Vas-y, choisi commence. voilà, ah, tu veux que je commence? Très bien, très bien. Et bah écoute, moi je vais prendre un de mes chouchous dans le peloton. Il brille depuis le début d'année, c'est Valentin Paré-Peintre.
Pourquoi je prends Valentin Paré-Peintre? Je pense vraiment qu'on va voir du Valentin Paré-Peintre tout feu tout flamme sur cette Vuelta. Alors évidemment, je pense pas qu'il joue le général. Il y a un chrono. On sait que je pense que c'est dans les 10 plus mauvais coureurs au départ en chrono. Le chrono par équipe, je pense pas que l'équipe Soudal voilà, va bien briller. En plus, il aura un leader vraiment pour le classement général avec Mikel Landa, dont on reparlera dans les Fire Bullets. Mais Valentin Paré-Peintre, c'est vraiment un coureur de coups, c'est un pur grimpeur et c'est un grimpeur avec un excellent punch et il va se régaler sur cette Vuelta. En fait, sa saison, elle est un peu trompeuse parce que il a déjà commencé très fort sur le Tour d'Oman. Il faut se souvenir qu'il tape à Mietz en côte. C'était vraiment limite en montagne le plus fort du Tour d'Oman. Ensuite, bah voilà, malheureusement, il se retrouve sur un Tirreno. Il fait très froid avec ses 50 kilos. Il est pas au top. Il tombe à Tirreno. Et puis là, bah voilà, descente aux enfers. Valentin Paré-Peintre, il est en galère autour de Catalogne. Il doit abandonner. Et puis on le revoit plus de tout le printemps. Il revient au Dauphiné, donc après plusieurs mois sans compétition, où déjà ouais, il était pas au top niveau, mais on se souvient, il fait une belle échappée en dernière étape. Et puis voilà, il arrive sur ce Tour de France finalement un peu à court de Simplement conditions. tout. Ouais, voilà, à court de conditions. Et puis bam, début de la troisième semaine, on sent qu'il revient en Cannes. Et puis bah voilà, il remporte cette magnifique étape du Ventoux. Enfin, faut se rappeler, c'est incroyable, hein, face à un Ben Illy qui était supersonique. On le revoit sur les deux trois dernières étapes de montagne, il est encore très très fort, mais voilà, bon, par rapport avec le jeu de la lutte UAE Visma, c'était difficile de briller. Il a quand même remporté ce qu'on avait considéré dans le débrief comme étant la plus belle étape du Tour de France au final. Donc voilà. Et puis là, il arrive sur cette Vuelta. Bah, je pense qu'il aura de la fraîcheur parce qu'il y a eu tout ce milieu, enfin tout ce début de saison finalement où il n'a pas couru. Il va arriver sur sa lancée du Tour de France où il a remporté une super étape de montagne. Il n'aura pas la pression du général. Il va vite être loin au classement général, je pense. Je le vois aller dans beaucoup d'échappées. Je le vois gagner 2 étapes et le maillot de meilleur grimpeur, Valentin Paré-Peintre. J'espère qu'il ne sera pas bridé par Mikel Landa, mais l'espoir que j'ai, c'est que Landa était au retour de blessure et vraiment pas fou. Donc je ne suis pas sûr que l'équipe mette tout à son service sur cette Vuelta. Donc je vois vraiment Valentin Paré-Peintre aller briller et offrir à la France encore de beaux succès. Ouais, alors moi, justement, j'ai peur quand même qu'il soit bridé par Mikel Landa. Ça reste un coureur espagnol, le leader de l'équipe pour le général. À mon avis, ça sera son lieutenant tant que Landa sera dans la course au classement général. Et puis moi, en termes de fraîcheur, je suis pas si convaincu que ça. Mine de rien, même si t'as pas couru beaucoup avant, bah, le Tour de France, c'est épuisant aussi mentalement, en plus d'être épuisant physiquement. Donc voilà, je sais pas, en 2024, c'est la seule année où il a fait 2 grands tours. Il fait le Giro, il gagne une étape. Et derrière, la Volta, bah, il la traverse un peu comme un fantôme. Donc je ne sais pas si il a les cannes pour enchaîner 2 grands tours comme ça, avec son petit gabarit, etc. Et le fait qu'il y ait Landa en tant que leader désigné, qui peut potentiellement jouer le top 5 aussi, moi je suis pas sûr. Ça dépendra aussi surtout de comment Landa est. En effet, s'il est pas bien et qu'il est vite distancé, là pourquoi pas. Mais si pendant 2 semaines il doit être au service de Landa et qu'il a que la troisième semaine pour tenter sa chance, pour moi ça sera trop juste pour dire que c'est le coureur qui a enflammé toute la Volta. Ouais, j'adore Valentin Paré-Peintre, mais je suis plutôt de l'avis de Simon là-dessus. Et comme il a tout dit, je vais rien rajouter parce que ce serait que de la redite. Je trouve que moi, je suis de l'avis de Titien. J'adore Valentin Paré-Peintre et j'adorerais qu'il puisse gagner une victoire d'étape. Mais je suis plutôt d'accord avec Simon pour le coup. Donc, Très bien. Et bah écoute, c'est peut-être du coup un autre coureur français qui va nous faire rêver pendant cette Volta, puisqu'il me semble que tu as choisi un tout jeune français de 20 ans qui est tout feu tout flamme en ce moment, Nico. Léo Bizio, ma curiosité, mon attente. Honnêtement, j'en attendais pas grand-chose cette saison, saison de la découverte et tout. Et puis, le talent brut, le talent du gamin, quoi. Dis donc, la Décathlon, ils nous en sortent des pas mal en ce moment en termes de talent grimpeur, puncher français entre Paul Sexas 2006, Léo Bizio 2005. J'ai absolument aucune attente de Léo Bizio sur ce Tour d'Espagne. Je préfère vous le dire direct. C'est son premier grand tour, sa première saison professionnelle, mais il a l'air d'avoir un talent brut, ce gamin, que je vais me laisser surprendre et je vais dire, s'il fait rien, ben ce sera de l'apprentissage, ce sera de l'expérience pour la suite. Je suis sûr qu'il va faire une très belle carrière. Et s'il fait un truc, on va se dire, ouh là 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 là, attention, grosse pépite en approche. C'est une pépite. Le Tour d'Espagne va être un premier révélateur de savoir est-ce qu'on a affaire à de la grosse pépite de 3 kilos ou est-ce qu'on a affaire à de la plus
petite pépite, mais de la pépite quand même de 200 grammes. Bah, le problème, c'est toujours pareil, c'est quand même assez jeune, 20 ans. On peut prendre Ouais, l'exemple de Lenny Martinez. hyper jeune. Lenny Martinez, il avait fait pareil, je crois, c'était à 20 ans, hein, sa première Vuelta. Bon, il a été un peu dans le coup pendant une semaine, et puis derrière, il s'est complètement écroulé. Alors, c'est pas le même profil. Moi, alors, de là à dire qu'il va enflammer la Volta, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Après, on peut espérer peut-être, dans le meilleur des cas, une petite victoire d'étape. Ça me paraît pas Ce serait génial. déconnant. Mais de là, voilà, je pense qu'il partira pas tous les jours en échappée. Il va pas faire exploser tout le monde en tant que baroudeur ou même dans les arrivées s'il est dans le peloton. Voilà, je pense qu'on va le voir parce que c'est son premier grand tour. Je pense qu'il est ultra motivé. Mais bon, de là à enflammer l'ensemble des 3 semaines, peut-être pas quand même. Ouais, bah pareil, t'as bien fait l'exemple de Lenny Martinez, il est assez probant il y a 2 ans sur sa première Vuelta. Je pense qu'il va enflammer les 10 premiers jours de course et qu'après, il va un peu rentrer dans le rang parce que il sera un peu au service déjà de son leader Félix Gall, que je vois réaliser une bonne Vuelta quand même. Et puis en plus, c'est vrai que quand t'es jeune à cet âge-là, voilà, il est tout feu, tout flamme. Ouais, je pense qu'on va le Le voir au foncier. début. Il faut qu'il fasse le foncier, quoi. C'est Oui, ça. oui, non, non, Il faut qu'il fasse le mais foncier, quoi. c'est ça. Mais en tous les cas, je pense que déjà, ça va lui permettre de passer un cap, de faire ce grand tour. Parce que voilà, il y a être très fort et puis il y a être très fort sur 3 semaines. Il va beaucoup apprendre pendant ces 3 semaines. Je suis persuadé qu'on le verra beaucoup sur la première partie de la Vuelta. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher une victoire d'étape? Je suis pas sûr. Voilà, il y a quand même des mecs qui sont là dans son équipe pour jouer le général. Donc, je sais pas quel rôle il aura, mais comme tu dis, c'est une curiosité. Voilà, j'en attends pas grand chose. Et puis en même temps, je serais déçu si on le voit pas du tout, vu ce qu'il a montré. C'est ça. Non, mais moi, j'étais la semaine dernière quand elle est au Bisio, il a failli. Enfin, il était vraiment pas loin de gagner. J'étais vraiment comme un fou. Donc, voilà, c'est très bon mot que tu as choisi. C'est vraiment la curiosité de cette Volta. Et je pense que ça va être un On est petit peu un d'accord que c'est fil une rouge, en pépite, tout cas, Titien. sur. Ouais, tout à fait. Voilà, on en reparlera peut-être à l'intersaison. On fera peut-être une émission sur Ah! ces jeunes pépites françaises. Voilà. Mais oui, oui, tout à fait, Léo Bisio, qu'on va suivre et qu'on va scruter. Les gars, il nous reste 10 minutes et je vous propose un passage qu'on aime bien dans les previews de course, c'est les fameuses fire bullets. Donc comme d'habitude, je vais vous envoyer des propositions, vous répondez par oui, par non, vous pouvez argumenter rapidement, mais le but c'est qu'on enchaîne très très vite les questions. Est-ce que ça vous va? Yep. Très bien. Alors justement, bah, je commençais parce que Simon, Simon, je vais te laisser commencer à répondre à chaque fois aux questions. Tu parlais tout à l'heure de Derek G. Est-ce que Derek G va jouer le général sur cette Vuelta et va terminer dans le top 10? Pour moi, oui, il joue le général et il peut largement prétendre au top 10, voire au top 5, étant donné que sa pire place sur un classement général cette année, c'est quatrième. Donc voilà, il n'a pas couru depuis le Giro, hormis le championnat national. Donc il va arriver frais. Il est très fort cette saison. Pour moi, c'est un gros candidat au top 5. Oui, neuvième. Ouais, moi aussi je le vois plutôt dans la deuxième moitié du top 10. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop diesel pour les montées de la Vuelta? Exactement. C'est ce C'est exactement qu'on pour ça que je le mets neuvième. c'est ce qu'on verra. Un autre coureur qui est un peu dans le même profil que Deregi, c'est Antonio Tiberi. Est-ce que lui aussi va jouer le classement général? Est-ce que Tiberi fera top 10 après avoir raté, on va dire, son objectif du Giro? J'ai envie de dire non. J'y crois pas trop à Tiberi cette saison. C'est un peu la cata. Non, Bon, moi je pense que il était pas mal autour de Pologne. Bon, ça n'a rien à voir, mais ouais, c'est pareil. Fond de top 10 pour de moi, pour Pologne, mec. Antonio. Ouais, ouais, ouais. Fond de top 10 pour Antonio Tiberi. Justement, on va parler d'un de ses compères à la Bahreïn qui vient de gagner une étape sur le Tour de Burgos, Damiano Caruso. Est-ce qu'il il a terminé, je crois, cinquième, il me semble, ouais, cinquième du Giro cette année. Caruso, est-ce qu'il va remporter une étape sur cette Vuelta? En plus, j'aime pas trop le coureur, donc je vais dire non. Et ben moi, les gars, je vous Non, le pour moi, dis, non. il va mater une échappée, le vieux Caruso, il va aller chercher une À étape sur cette l'expérience, quoi. Vuelta à l'expérience. Voilà, je le sens. Comme l'avait fait, je crois que c'était Wout Poels, il y a 2 ans, qui avait gagné une des dernières étapes. Voilà, je le sens. Je le sens. On va rester sur les coureurs du classement général. Egan Bernal. Est-ce qu'on croit encore à Egan Bernal pour jouer un classement général ou non, il va rien faire? Bah, peut-être fond top 10, un peu comme sur le Giro. Je crois qu'il était à peu près dans ces Ouais, eaux-là. c'est ça, il a fait Donc 9ème, je crois.
Ouais, bah, un peu préparé, moi, je dirais. Aucune idée. C'est toujours la grande interrogation Egan Bernal, donc j'ai aucun moyen de me prononcer. Il peut être septième comme il peut abandonner au bout de la deuxième semaine. David Gaudu, sixième de la Vuelta l'an dernier. Il va créer la surprise et réitérer cette performance cette année. Là, Alors, on était déjà désespérés au début de la Volta l'année dernière et au final, il en fait une belle, mais je pense que il fera pas l'exploit deux fois de suite. Moi, moi, je ne des- Alors moi, c'est vraiment je ne descendrai jamais, même s'il prend sa retraite, je ne descendrai jamais du bateau David Gaudu. J'ai beaucoup trop investi en David Gaudu. Donc, Le Tour de l'Ain, c'était dur quand même. Ah ouais, c'était ouais, dur. c'était dur. Hein. J'ai beaucoup trop investi en David Gaudu. Donc, je ne descendrai jamais du bateau David Gaudu. Et je le vois gagner une étape. Alors après, au niveau du général, ça va être compliqué. Mais je ne descendrai jamais du bateau David Gaudu, même si c'est de pire en pire. Ouais, Ouais, moi tu vas je. couler avec, hein. Ouais. J'ai coulé avec. Ah, j'ai clairement coulé avec. Hein, là, Non, moi je le vois J'aime trop ce combatif. coureur. Combatif. Et comme tu dis, il va prendre beaucoup d'échappées sur la deuxième moitié de Volta. Il retrouvera un bon niveau. Mais tu vois, je vois face à des mecs qui vont partir face à lui en échappée, ça va pas le faire. Marc Soler et Jeff Vine, ils vont chacun gagner une étape en échappée sur cette Vuelta. Ah, ouais, ça dépend comment se goupille le leadership. T'as dit qu'ils allaient partir en échappée quand même, mais bon, peut-être un des deux, mais peut-être pas les deux quand même. Ouais, pareil, un des deux. Et plutôt Jay Wine que Marc Soler, vu la saison. Mais Bah pour moi, ils iront chacun gagner leur étape. Côté AG2R, Félix Gall, il va réussir à nous faire un top 10 ou non, un deuxième tour d'affilée, ça va être trop dur pour le bon Félix. Il a quand même fait une belle deuxième partie de saison, donc ouais, à voir si s'il arrive assez frais. Il y a le chrono individuel quand même si c'est pas très long, on sait que c'est quand même sa grande faiblesse. Donc bon, peut-être top 10, top 5 si vraiment il est super bien, mais 6 7 quoi. Moi je le vois à cette place-là. compliqué la Vuelta, parce que comme tu as dit au niveau du parcours, tu parlais de Pellizzari, alors là, Félix Gall, c'est encore plus dans ce genre de profil de diesel qui aime bien les longs cols alpins. Donc, c'est pas une Vuelta qui a un bon profil pour l'ami Félix Gall. Il faudra voir comment il a récupéré du Tour de France. Donc, ça va être difficile pour Félix Gall, je pense. Et question la même pour Mikel Landa. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher un top 10, lui qui était gravement tombé sur la première étape du Giro et qui revient. Il a dit dans des interviews, déjà, l'objectif c'est d'être au départ de la Vuelta. Ouais. J'y crois à Mikel Landa. Ah. En top 10, C'est comme mais moi, j'y crois pas. c'est comme moi avec David Gaudu, il descendra jamais du bateau de Landa, Simon. Alors que Bah, je viens de... excuse-moi, mais enfin, il y a un peu plus de chances que Landa finisse dans le top 10 que Godu brille au plus haut Ah bah niveau. ça, Oh, on en reparlera à la fin des 3 semaines. On verra qui est le mieux classé. Mais j'y en tout crois cas, pas, les gars, Mikel Landa, malheureusement. je viens de recevoir un texto de Matt qui vient de me donner son podium final. Il voit une victoire de Félix Gall devant Mikel Landa et Honest Onmite. Donc voilà. Euh, Eddie Dunbar, vainqueur de 2 étapes l'année dernière, il faut le rappeler. Il va en reclaquer 2 cette année ou pas? C'était exceptionnel, il va pas réitérer. Il va pas réitérer, mais il peut être bon. Hein. C'est une Vuelta qui peut bien lui correspondre. Il aime bien ce genre de course, Eddie Dunbar. Attention, au Dark Horse, il est bien luné, ça peut faire top 10, hein, cette affaire. Alors, Tom Pitcock, est-ce qu'il va enfin réussir à atteindre le top 15 après d'un grand tour cette année, après avoir fait top 19 sur la dernière Vuelta? Il faut qu'il arrête de jouer les générales, Tom Pitcock. Arrête. Fais une fortune. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit au Giro, je l'ai déjà dit les années passées, j'étais pas sur Radio Fringale, mais bref. Il faut qu'il arrête de jouer les générales, Tom Pitcock. Il faut qu'il fasse une Fortunato, ce genre de coureur-là, quoi. Voilà. Il À arrête chaque le fois, général. il peut en claquer 3 ou 4, quoi. Il C'est va pas nouveau fini de faire chercher. 18e, ça va être ridicule. Il a annoncé venir pour le top 10. Hein. Non, mais arrête, il va faire En, 18e, on en sait très vrai, bien. c'est un parcours qui lui Arrête, va bien quand même. Alors, arrête, non mais, arrête. On sait très bien que la. Putain, au non mais, secours, arrête.
Arrête, c'est Tom Pitcock. Non, mais C'est bon. écoute, Il préfère faire top 10 que d'aller chercher 3 étapes, quoi. C'est hallucinant. oui, bon, écoute, bon, c'est clair que la Q36 sur le chrono par équipe, ça peut prendre Il va prendre 8 minutes. une sacrée minute. Mais bon, les gars, on va parler d'un mec, à mon avis, qu'on devrait voir. Mats Pedersen, il va gagner 5 ou 6 étapes sur cette Vuelta. Non, 3 ou 4. C'est déjà bien, hein. C'est Ouais, déjà c'est sur le top scorer, 3 quoi. ou 3 ou 4, 4 ouais. étapes. Non, mais les gars, déjà, les 4 premières étapes, il peut toutes les taper. Les 4 premières étapes, Il Mats peut faire 3 sur Pedersen. 4. Il peut faire 3 sur 4. Ouais, franchement, le chrono par équipe, j'ai pas vu le roster complet de la Lidl Trek, mais je me souviens qu'ils ont gagné un chrono par équipe en début d'année, là, avec leur bête à rouler. Alors, je sais pas s'ils vont venir avec toutes. Ouais, moi, Pedersen, si vous jouez à Cycling Fantasy et tout, prenez-le dans votre équipe, hein, parce que franchement, Ah bah ça. il va être seul au monde dans son domaine, et ouais, pour moi, il peut gagner 5 étapes. Franchement, il va en gagner 5. Maillot par point. Ah bah là, oui, je pense que Mats Pedersen sera sans adversaire pour ce maillot. Enfin, à moins d'un Jonas Vingegaard qui cartonne. Je sais pas ce que tu en penses, Simon, mais à part Jonas Vingegaard qui cartonne sur toutes les arrivées au sommet, Mats Pedersen, c'est le grandissime favori. Oui, pour le maillot classement par points, il l'a déjà eu, je crois, d'ailleurs, sur la Volta. Ouais, Donc, oui, il y a 2 ans. oui, pour le coup, il sera sans adversaire à ce niveau-là. Ouais. Et Simon, il sera dans ton Vu la équipe forme à Cycling Fantasy. Ah bah, évidemment, évidemment. Tout à J'ai fait. écouté Vu la forme qu'il a la preview du parcours, tu m'as convaincu. Ah bah écoute. vu la forme qu'il a cette saison, Mats Pedersen, maillot par point et au moins 3 étapes, 4 ou 5 si suivant les scénarios de course, mais je suis quand même qu'il y aura peut-être pas mal pour les échapper, donc déjà 3, c'est pas mal. Lotto, Burgos, Kera Rural et Q36, c'est les 4 équipes invitées, avec Israël également, enfin, Lotto et Israël sont automatiquement invités, donc on va se les limiter à Burgos, Kera Rural et Q36. Il y a une de ces 3 équipes qui va remporter une victoire d'étape. Ouais. Cara Rural, tous les ans, ils en gagnent une quand même, j'ai l'impression. Burgos, ça m'a l'air assez faible. Et Q36, bah, si Pitcock, il s'entête à faire 12e, bon. Kera Je pense Rural, qu'ils en gagnent l'effectif. une, ouais. Non, mais les dernières, c'est Kern Pharma qui en a gagné 2. Mais les pauvres, ils se sont fait piquer la place par Q36. Ça encore, c'est la Vuelta, ça. Une honte. Ça, C'est une honte. Ça, c'est la Volta. Il y aurait au moins 2 chutes de coureurs après la ligne d'arrivée créées par les spectateurs ou les journalistes. Oui, peut-être. Ah bah c'est une Ah, spécialité on de espère. la Volta, ça. On n'espère pas, mais la Vuelta, c'est malheureusement toujours assez festif à ce niveau-là, donc Souvent, ce on qu'ils croise font, les doigts. c'est l'arrivée au sommet. Et juste après l'arrivée au sommet, ça redescend d'un coup. Alors, il y a un gros virage. Comme ça, les coureurs qui arrivent très rapidement, ils voient pas du tout. Et t'as les journalistes et les photographes qui sont pointés juste à la sortie du virage. Voilà, comme ça, pour créer un bel accident. Donc, Et c'est festif, la Vuelta. ça peut être très sympa. Écoutez, les gars, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Ah oui, alors attendez, j'avais trouvé une petite pépite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Harold Martin Lopez, qui sera au départ de la Vuelta, coureur de l'équipe Astana, et mine de rien, cette année, j'ai vu parce que je me suis dit, c'est qui ce coureur? Il a gagné, il a fait 9e de Milan-Turin, cette année 13e du Tour de Catalogne, il gagne le Tour grosso modo, le Tour de Grèce, là, le Tour de Hellas, il fait 2e du Tour de Turquie derrière Wout Poels, il gagne le Tour de Hongrie quand même, hein, devant Kovi, Un gros Philipsen, coureur. etc. Voilà, non mais enfin, voilà, il fait 3e du Tour of Magnificent Qinghai. Grosse saison de Harold Martin Lopez. Est-ce qu'on va entendre son nom une seule fois pendant la Vuelta? Oui, bah, il va partir devant en échappée aussi plusieurs fois. Il va Même s'il gagne pas, il va il sera gagner une devant. étape. Ah, Ah, je sais pas, parce que toutes les courses qu'il a gagnées, c'est quand même pas non plus de top non, niveau, quoi. mais je Donc, me suis bon. dit quand même, enfin, c'est pas un nom hyper ronflant, et bon, il gagne des courses de seconde zone, mais il fait une année sympa, hein. Nico, ça t'a Il pas fait inspiré l'année. Ah non, il fait l'année Strat Astana. Il regarde les watts, il regarde les points de Ouais, vue des ouais, c'est coureurs, vrai, des c'est étapes. Il dit vrai. ah, là, il y a des points à récupérer. Vas-y, Martine. Vas-y, Marty, c'est bon. Va nous faire un fond de top 10. Ça va rapporter des points sur le QI Lake ou Tour de Grèce. Mais oui, ben, bon coureur, bon coureur. Après, la Vuelta, c'est quand même un autre niveau. Et puis, il faudra voir s'il va se mettre au service de certains coureurs. Mais ouais, la stratégie Astana, hein, jusqu'au bout, vivre et mourir par les points UCI, quoi. Mais bon, Tout bah, à ils ont eu fait. raison.
Bon les gars, on va conclure parce que sinon Nico il va louper son ferry et bah écoutez, je vous soumets C'est au ça. même exercice qu'on fait d'habitude à chaque preview. Et il faut maintenant vous mouiller, me donner chacun votre podium de cette Vuelta 2025. Et Simon, je vais te laisser démarrer. Vingegaard, Almeida, Pellizzari. Ok. Nico? Vingard, Vingard, Chicone, Almeida. Pour moi, ce sera Jonas Vingegaard devant Richard Carapace et Giulio Ciccone. Et ben, Ah! voilà, moi, il n'y aura pas du AE sur ce podium. Voilà, on en a marre, on les voit trop. Donc le cyclisme romantique, enfin bon, qui sera évidemment battu par Vingegaard, mais ça, dites-nous hein, d'ailleurs en commentaire si pour vous Jonas Vingegaard peut perdre cette Vuelta. J'ai hâte de voir comment certains peuvent imaginer dans un scénario le Danois ne pas remporter la course. Bah écoutez les copains, merci en tout cas de m'avoir accompagné sur cette belle preview de la Vuelta. Je pense qu'on a bien fait le tour entre la preview parcours et entre celle-ci de ce qui va se passer dans moins d'une semaine maintenant, dans 5 jours au départ en Italie pour le rappel de cette Volta. Bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, encore merci de la liker parce que ça nous permet d'être référencés et donc d'être toujours plus vus et de faire plaisir à toujours plus de monde. Et puis également, si vous êtes intéressé par suivre Radio Fringale, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est également dispo sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas également à vous abonner à nos comptes Instagram et puis Facebook pour suivre les articles de la rédac qui sont quasi quotidiens, j'ai l'impression. Entre Greg, entre Matt, entre Simon, ils font un travail de fou toujours pour nous résumer l'actualité, pour nous sortir des petites histoires sympathiques, historiques, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. Merci les copains. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne Vuelta et on se retrouvera peut-être pendant la Vuelta pour faire des lives ou des émissions après qu'il soit passé des trucs intéressants pendant la course. Ça vous va? Yep. Merci Parfait. beaucoup, Ticia. Merci à plus. Merci à tous d'avoir écouté. Et ben, Salut tout le monde. ouais, merci beaucoup. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas, en ce moment, il fait beau, il fait chaud, on a peut-être envie d'aller rouler. On prend ses bidons et puis on prend également un peu à manger parce que si on ne s'alimente pas, la fringale guette. Allez, ciao, ciao!